tous. Merci pour votre participation dans cette présentation nous allons essayer de donner un peu de lumière sur comment il faut intégrer cette phase de transition avec ce Covid-19, avec un modèle de travail dont nous aspirons. Alors, nous sommes ici Emmanuel Mercier, qui est sociologue et project manager de l'entreprise BICG, dont je vais vous parler un petit brièvement. Il est spécialiste en transformation des organisations et moi-même, Alejandra Martinez, je suis directrice en transformation des organisations dans l'entreprise BICG. Alors, BICG, c'est une entreprise qui vient d'un institut de recherche allemand qui s'appelle le Fraunhofer, qui est un institut de recherche appliquée. Et nous naissons il y a plus de 20 ans et notre spécialité, ce que nous faisons pendant déjà plus de 20 ans, c'est évoluer les modes de travail des entreprises. Alors, nous travaillons avec les entreprises pour transformer la façon de travailler et avoir des modèles de travail qui soient basés sur la flexibilité, basés sur la productivité, basés sur la motivation, les espaces de travail. On met tout ça ensemble pour avoir des modèles de travail qui soient vraiment résilients et qui nous permettent de travailler dans les meilleures conditions. Alors, nous allons aujourd'hui parler avec vous sur, et c'est clair que nous avons beaucoup appris et nous continuons à apprendre sur ce qui s'est passé ce qui se passe avec le Covid-19 et qui d'un côté ou d'une autre, il nous a fait accélérer beaucoup de choses, surtout dans le côté du mode de travail, accélérer beaucoup de choses qui déjà se passaient avant le Covid-19, mais le Covid-19 avec ce lockdown qu'on a eu général nous a permis d'accélérer. Alors maintenant, nous avons beaucoup d'apprentissage sur cette période que nous devons mettre dans la table et nous avons surtout une volonté que nos organisations doivent être plus antifragiles. Nous, le terme résilient, c'est un terme qui fonctionne, mais nous, on préfère parler d'antifragilité. C'est le terme qui parlait Nassim Taleb, qui dit c'est cet aspect de nous sommes vraiment, ça va plus loin que la résilience, parce que l'antifragile, ça a cette volonté d'améliorer. Alors, chez BICG, et maintenant, nous avons plein de clients de secteurs très différents, mais très différents, de secteurs de gas and oil, de secteurs d'assurance, beaucoup, de secteurs financiers, de secteurs de bureaux d'avocats, où nous sommes en train de construire en profitant, entre guillemets, parce que c'est clair que la crise qui se découle du Covid-19 va être énorme, mais en aidant à nos clients de construire des compagnies qui soient plus préparées pour tout ce qui peut venir dans le futur. Et le défi est par définition, il est multidisciplinaire. Et c'est pour cela que chez BICG, nous avons toujours essayer d'aborder les modes de travail d'une façon très multidisciplinaire. Nous avons chez nous des sociologues, nous avons des communicateurs, nous avons des architectes et on met tout ça ensemble pour donner des solutions qui aident à répondre à cette complexité. Nous avons eu avec le Covid-19 l'aspect le plus atroce du VUCA, qu'on parlait beaucoup, même avant le Covid-19, cette volatilité, complexité, incertitude et ambiguïté que nous sommes tous exposés. Avec le Covid-19, cette manifestation est brutale et peut-être dans le futur, on aura encore d'autres défis que nous devrons faire face. Alors, il faut essayer de penser à des modèles qui soient pérennes, mais dans cette pérennité, ils doivent être flexibles, on doit anticiper et on doit s'adapter, disposer des outils qui nous permettra que ça soit une standardisation du modèle dans toute notre compagnie, en créant un cadre qui soit pour tous, mais en même temps en garantissant la personnalisation et puis en essayant
de vraiment de revoir tout ce qui est l'espace de travail parce que nos motivations pour aller au bureau vont changer énormément. Alors, nous commençons un peu, qu'est-ce qu'on a appris de cette crise et Emmanuel va nous en parler. Bonjour à tous. Ici, vous avez effectivement certaines des statistiques qui sont issues d'enquêtes qui ont été menées pendant le confinement et à la suite du confinement. On a pu avoir une massification du télétravail, tout le monde a pu le constater dans toutes les organisations. La motivation des professionnels a été fortement détériorée. Énormément de professionnels se sont déclarés en détresse psychologique et cela résulte parfois d'un manque de préparation de certaines organisations à ce télétravail, de beaucoup d'employés qui n'étaient pas en télétravail auparavant, qui n'avaient pas cette possibilité, pour lesquels ça a été tout nouveau. Et de la même manière, pour énormément de managers, quelque chose de nouveau de gérer leurs équipes à distance. Et donc, le télétravail n'est pas en soi un facteur de risque, mais c'est ce manque de préparation et d'intégration qui a pu générer des externalités négatives. Et donc, on a aujourd'hui cette question de savoir comment on va pouvoir travailler à l'avenir, capitaliser sur cette nouvelle flexibilité qui a été adoptée massivement. Elle passe d'une part par, on a dit, un modèle de management qui se base sur des compétences douces pour pouvoir gérer des équipes à distance, prendre en compte leur contexte individuel. Et puis on voit fleurir un peu partout sur la planète des idées comme la Nouvelle-Zélande qui parle de semaine de travail de 4 jours, ou Twitter qui annonce que tous ses salariés pourront télétravailler de manière permanente à l'avenir. Et on se demande donc quel est le modèle à suivre entre les modèles que l'on avait pu mettre en place petit à petit et une évolution lente qui se passait avant l'année 2020 et les bouleversements radicaux qui ont eu lieu, à savoir est-ce qu'on doit aller vers un modèle aussi radical que ce que l'on pourrait imaginer aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un intermédiaire, quelque chose de nouveau, un entre-deux qu'il s'agit de déterminer par rapport à chaque organisation et sa réalité. Donc l'enjeu aujourd'hui de cette présentation est surtout focalisé sur cette question. Avant le Covid, on avait des entreprises qui pouvaient avoir déjà des modèles agiles, flexibles, qui avaient mis en place du flex office, qui avaient commencé à travailler sur des équipes multidisciplinaires, centrées sur l'expérience employée et client, ou d'autres entreprises qui avaient des modèles plus conservateurs, plus cloisonnés, plus territorialisés, et qui pouvaient avoir l'ambition de se transformer, mais petit à petit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans une situation d'évaluation des avancées qui ont été réalisées pendant la crise, de se demander quelles sont les attentes des collaborateurs. Beaucoup disent vouloir continuer à télétravailler. Il y a un enjeu de savoir pourquoi on voudrait faire revenir les personnes au bureau et comment les motiver pour revenir au bureau. Et donc, il y a des prises de décision pratiques sur le court terme par rapport aux mesures sanitaires et la question de savoir si elles s'intègrent à une vision de long terme. Quoi qu'il en soit, ce qu'il apparaît à peu près évident aujourd'hui, c'est de se dire on a besoin de stratégies qui, à l'avenir, nous permettront d'être rapidement adaptables, réactifs, où on sera plus souple, que ce soit dans la manière de fournir nos services à nos clients ou bien de gérer nos équipes de manière délocalisée. Et donc, la question des raisons de venir au bureau, le niveau de flexibilité, disons le modèle de flexibilité de notre organisation et l'agilité dont on a besoin pour pouvoir être suffisamment réactif dans l'avenir et anticiper aussi les évolutions du marché qui aujourd'hui sont très fortes. C'est un petit peu la question que l'on se pose aujourd'hui et que l'on va développer ici. Alors, il est très important quand nous voulons faire face à cette situation et surtout quand on est en train de penser à la transition, non? On a déjà le Covid-19 est ici et tant qu'on n'aura pas un vaccin, il continuera à être ici. La phase de transition est importante, mais par l'expérience qu'on a, c'est beaucoup plus important de vraiment prendre le temps de voir quelle est la nouvelle réalité que nous voulons instaurer dans notre entreprise et savoir quel est le modèle de travail que nous voulons, parce que dans la transition, tu peux prendre des décisions et on peut prendre des décisions qui pervertissent le modèle final. Il faut faire attention avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire nous et avec les clients avec lesquels nous travaillons? La première chose que nous sommes en train de faire, c'est, écoutez, on a eu cette situation qui est complètement bouleversante, nous devons l'analyser. Parce que tel que Emmanuel nous a raconté, il y a des entreprises qui ont immédiatement adopté le télétravail et l'ont fait sans aucun risque, des entreprises qui sont natives digitales. Et il y a d'autres entreprises qui l'ont fait, mais qui l'ont fait avec
des risques psychosociaux, avec des situations qui étaient plus dures, non? Mais en fin de compte, tout le monde a pu le réaliser. Maintenant, c'est le moment de profiter de cet apprentissage et dire, OK, qu'est-ce que nous avons appris? On va demander aux personnes. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'un côté, demander aux professionnels, aux employés, parce que là, c'est le premier, on a une opportunité pour construire un nouveau modèle avec tout le monde, pour le co-construire. Alors, c'est très important de demander quelle a été l'expérience qu'ils ont eue avec le Covid-19, quelles activités ils faisaient mieux qu'auparavant, quelles activités ils faisaient moins bien, quels étaient le leadership et le management qu'ils ont eu, quelles sont les bonnes pratiques. C'est très important parce que comme ça, on demande à nos employés et on les implique dans notre transformation. Et d'un autre côté, il faut aussi prendre tous les départements qui sont impliqués dans le modèle de travail, technologie, ressources humaines, environnement de travail, tout, les mettre ensemble pour travailler dans un modèle qui soit complètement connecté. C'est très important. Alors, cette phase d'analyse va nous donner d'un côté la motivation des employés et d'un autre côté l'expertise des départements qui sont impliqués dans le modèle. D'accord? Alors, cette partie, par exemple, on a commencé ça dans plusieurs entreprises. Ça nous a donné des données extrêmement intéressantes. Je me rappelle, 70%, récemment, on a eu les résultats, 70% des employés disaient qu'ils pouvaient parfaitement télétravailler entre 2 ou 3 jours par semaine. Et ça, c'est un des clients dont nous avons fait les entretiens. On a fait le survey avec les différents employés. Aussi, il y a eu des bonnes pratiques en tant que leadership et en tant que management parce que la communication entre les managers et leurs équipes était beaucoup plus dynamique que quand ils étaient au bureau. Il y a des informations qui sont extrêmement intéressantes. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment important de se poser les questions qui vont définir ce modèle. D'un côté, quel niveau d'innovation et de productivité, d'agilité et de qualité pouvons-nous attendre par les différentes tâches et bien définir si ces tâches, on peut les faire dans un modèle distribué ou il faut les faire dans un modèle présentiel. Quel processus ou activité peut être réalisé de manière distribuée? Comment allons-nous utiliser notre infrastructure spatiale et quels sont les leviers d'optimisation? Et là aussi, dans le modèle de travail que nous allons choisir, que nous allons construire, la partie le côté de l'environnement, le côté de climat, le côté d'avoir un modèle qui soit optimisé économiquement, de façon environnementale, mais aussi d'une façon sociale, sont clés. Il faut créer ce modèle qui soit soutenable dans le temps. Avoir passé d'un travail très essentiel à un monde distribué, que devons-nous faire? Quelle est l'expérience d'employés dans un monde hybride que nous voulons projeter? Et quelle organisation tire profit de cette profonde transformation et comment font-elles? Ce que racontait Emmanuel, les Twitter, les Facebook et les entreprises qui ont déjà allé un pas plus loin pour avoir des modèles hybrides qui fonctionnent. On continue. Et ça, c'était quelque chose qu'on a utilisé très souvent. Depuis il y a 20 ans, on utilisait le même cube. Non, à la fin, et nous avons 3 vecteurs qui sont fondamentaux. Le lieu, le temps et les structures du travail. Et ça, au fur et à mesure, ça a commencé à se flexibiliser. D'un modèle rigide qui nous proposait de travailler depuis un site fixe sur un horaire déterminé, la technologie nous a permis de travailler depuis n'importe où, n'importe quand. Maintenant, c'est à l'entreprise de dire où est-ce que je veux aller, quel est le modèle qui s'adapte mieux à nos besoins et quel est le modèle de flexibilité que je veux mettre en place. On continue? Oui, en effet, avec ce modèle de flexibilité et cette vision claire de là où on veut aller en termes de décentralisation du travail, quelle est la fonction du bureau, etc. On peut concevoir un nouveau modèle qui va être transversal et intégrer toutes ces questions liées à la technologie, la culture, les process et in fine les espaces de travail qui vont venir matérialiser ce nouveau modèle de forme de travail.
Donc, on peut travailler déjà sur la question des dynamiques et méthodes de travail, que ce soit de manière délocalisée ou en présentiel. Et là-dessus, on voit très bien qu'on va sur des modèles hybrides où il y aura des personnes en présentiel, des personnes à distance qu'il faudra coordonner. Ensuite, l'évolution de la culture qui est indispensable, on a pu déjà en parler, le leadership et la gestion du personnel, un leadership basé sur la confiance, sur l'empowerment, donner plus de responsabilité aux équipes avec les tâches qu'ils assument, et une gestion par objectif négociée, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'imposer des objectifs qui ne sont pas tenables et que les employés pourront faire de manière délocalisée, mais en travaillant 80 heures dans leur semaine, mais au contraire de travailler en équipe sur combien de temps on va passer pour faire une tâche, comment on peut la distribuer, etc. L'intégration des notions de durabilité humaine, économique et environnementale, comme le disait Alejandra, qui sont indispensables, que ce soit par rapport aux personnes qui ont des contextes particuliers qui ne leur permettent pas, par exemple, de travailler de manière à distance, à leur domicile, ou économique, environnementale, c'est aujourd'hui plus que jamais indispensable d'optimiser les ressources par rapport à la crise économique qui s'amorce, et environnementale parce que aussi c'est une question d'attraction des talents, c'est une question d'image de l'entreprise dans la société, et c'est quelque chose qui va avec les valeurs que développent beaucoup d'organisations aujourd'hui. Donc les technologies, aujourd'hui, on parle plus de sélection et de promotion des nouvelles technologies, parce que finalement, beaucoup d'entreprises ont énormément d'outils et pas tous sont utilisés, pas tous sont utiles. Et parfois, on a les outils dont on a besoin et on en recherche des nouveaux. Donc, il y a une question aussi à ce niveau-là de rationalisation. Quels sont les outils technologiques qui ont le mieux marché, ceux dont on a vraiment besoin, et donc conserver ceux-ci et faire en sorte que tout le monde les adopte d'une manière homogène pour qu'on puisse avoir des dynamiques de travail, même dans un modèle hybride, qui soient efficaces. Et ensuite, une nouvelle utilisation des espaces de bureau. Là, la question se pose, si on a beaucoup de travail décentralisé, est-ce qu'on a besoin d'autant de mètres carrés? Pourquoi les gens vont venir à l'avenir au bureau? On va en parler plus avant. Et enfin, bien sûr, établir dès le départ des indicateurs de performance clés, des indicateurs de performance opérationnelle pour mesurer l'impact que peuvent avoir, les implications que peuvent avoir toutes les mesures que l'on va mettre en place par rapport à une situation donnée de départ. Donc, pour élaborer ce modèle, on a à nouveau énormément de questions qui peuvent se poser. Ici, on en a quelques-unes. Par exemple, commencer à se demander quelle devrait être l'expérience de nos employés et de nos clients dans ce nouveau contexte, et comment on va intégrer cette durabilité humaine, économique et environnementale dans notre culture et dans nos pratiques. Bon, pour savoir à quoi ressemblera notre culture, évidemment, il y a la question du modèle de leadership, mais aussi de nouveaux rituels pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire groupe, ce qui devient fondamental, surtout si on a un travail délocalisé pour une majorité des employés. Quelle va être l'infrastructure organisationnelle, technologique qui sera le plus adaptée à ce modèle de flexibilité, donc toutes les implications que peut avoir ce modèle idéal que l'on souhaite poursuivre. L'impact de ces nouvelles méthodes sur la productivité, sur notre agilité. Donc ça, c'est indispensable de le mesurer également aussi pour pouvoir repérer quels sont les employés qui seraient moins motivés, donc potentiellement dans des situations de détresse. Donc il y a énormément de questions de monitoring qui deviennent fondamentales. Et la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir des bureaux communs alors qu'on est capable de travailler tous de manière délocalisée. Ceci implique enfin la dernière question qui est liée aux économies potentielles et donc au réinvestissement potentiel dans l'expérience humaine par rapport à ce que l'on peut dégager comme optimisation spatiale. Donc ce que l'on fait chez BICG en général, et aujourd'hui ça semble plus fondamental que jamais, c'est de placer l'individu au centre de toutes les préoccupations. D'abord parce que les professionnels sont ceux qui sont le plus proches de l'action et qui savent le mieux comment améliorer leur environnement de travail, si on leur pose les bonnes questions bien sûr. Et d'autre part parce que c'est aussi nos professionnels qui sont nos clients. Nos clients sont des personnes et pensés par le prisme de l'expérience et d'une expérience intégrée entre clients et employés, c'est ce qui nous permettra d'avoir un modèle consolidé, cohérent sur tous ces aspects. Donc chez BICG, on parle de company experience, donc l'expérience cumulée et alignée des employés en interne et du client en externe. Parce qu'évidemment, si on ne fournit pas tous les outils nécessaires aux employés, on aura du mal à mettre en place une expérience client souhaitée, de qualité, etc. Un des aspects fondamentaux de cette company experience, que c'est quelque chose que nous avons construit chez BICG, c'est d'intégrer tout cela. On peut pas parler d'expérience de client et avoir d'un autre côté une expérience d'employé qui soit complètement incohérente de ce qu'on veut projeter
avec nos clients. Alors, dans ce schéma, ce qu'on veut dire, c'est que dans un projet et si nous voulons vraiment changer les modes de travail en changeant la culture, nous allons devoir toucher d'un côté l'organisation et les processus de travail. Et là, on va parler après des méthodologies agiles, non? À la fin, c'est centré sur la valeur ou lean. Moi, je préfère souvent lean, mais c'est vraiment d'avoir une façon de travailler qui nous permet d'éviter tout ce qui sont les bureaucraties qui ne sont pas nécessaires et de vraiment concentrer tous nos talents dans l'apport de valeur, non? On a cette partie-là, on a toute la partie des bureaux qu'on va parler plus tard et comment il faut optimiser, utiliser mieux nos infrastructures, dans ce cas-ci spatial. La partie de culture et talent, le culture et talent et qui nous ouvre une porte avec cette partie distribuée du travail parce qu'on peut trouver le talent dans le monde entier. Il y a vraiment cette possibilité d'avoir des personnes qui peuvent travailler et c'est dans les entreprises globales, c'est déjà une réalité où tu peux avoir le talent là où tu veux. Tu ne dois pas le centrer sur un territoire géographique. Tout ce qui est technologie et même pas la technologie en soi, et il y a la question de l'automatisation, intelligence artificielle, mais même pas ça, ce serait vraiment l'usage de la technologie qui nous permet d'être vraiment efficaces. Toute la partie de nouvelles opportunités en clé complètement digitale et numérique qui fait que l'expérience de client va devenir beaucoup plus digitale, beaucoup plus numérique et donc l'expérience de nos employés doit évidemment aussi être beaucoup plus digitale. L'expérience de client, l'expérience numérique des clients se massifie, ce que je en parlais, et puis tout ce qui est les relations avec des différents stakeholders. Dans les nouveaux modèles de travail, on a développé il y a quelques mois avec une entreprise où c'est vraiment clé qu'il y ait des partnerships avec d'autres entreprises pour essayer de donner avec une innovation un peu plus ouverte et essayer de répondre aux défis qui nous donnent nos clients. Chaque fois, c'est plus qu'on ait cette multidisciplinarité pour faire face aux défis qui sont beaucoup plus complexes. Alors, la clé de tout cela, et avant de passer à la suivante, c'est l'intégration. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas travailler de façon déconnectée. Vous ne pouvez pas travailler de façon déconnectée ces aspects. Il faut vraiment les intégrer et travailler sur des objectifs qui soient communs afin d'assurer la cohérence, qui va être clé dans la transformation qu'il faut réaliser. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette petite présentation, c'est vous parler de 5 aspects qui nous paraissent clés, qu'on est en train de travailler très activement avec des différentes entreprises. D'un côté, c'est quelle sera l'expérience employée dans un modèle de travail plus distribué, avec un modèle de leadership différent, avec un travail plus orienté à la valeur et moins aux bureaucraties, avec un point clé sur le bien-être et la santé qui devient une partie importante de l'expérience de nos employés. La culture et le talent, ça va être aussi une pierre angulaire, non, de tout cela. Objectif réel et durabilité intégrée. Comment préserver la culture dans un modèle plus distribué et des nouveaux outils qui seront plus technologiques pour appuyer l'entreprise et appuyer ce sens de belonging, non? De ce sens de se sentir partie de cette entreprise. La nouvelle expérience du client, la digitalisation des services et transformer l'expérience de nos clients et les nouveaux usages des espaces, on en va parler. Quelles sont les raisons de venir au bureau? On vous donnera déjà des études que nous avons faites qui sont très intéressantes sur quelle est la valeur ajoutée que je vais avoir d'aller dans mon bureau en dépit un peu du travail chez moi avec la technologie adéquate et avec un travail distribué. Et après, c'est l'innovation. Toujours, on le voit avec les pays qui investissent dans l'innovation, qui sortent plus renforcés des crises. C'est la même chose avec les entreprises. C'est difficile dans une situation de détresse économique comme celle qu'on va vivre, mais il faut toujours avoir le pilier de l'innovation comme un référent de notre façon de travailler. On va parler de tout ça, mais il y a 3 axes qui vont devenir clés. D'un côté, quel est le travail flexible que nous voulons mettre en œuvre? Quelle est
on est en train de le faire avec beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de portefeuilles immobiliers, qui ont beaucoup de bureaux et qui nous demandent comment on peut optimiser ce bureau en donnant vraiment le service que nos employés vont vouloir dans le futur. Et après, le bureau en tant que communauté. Ce qui est clair, c'est que l'interaction, le travail en équipe, la co-création, le co-innovation avec les employés, c'est une des parties qui va être clé dans notre conception du bureau du futur. Alors, tout cela, c'est les trois piliers un peu qui doivent être au centre de notre réflexion. Alors, nous allons parler de différents thèmes et nous commençons par l'expérience d'employé. Et pour l'expérience d'employé, d'ailleurs, c'est ce qu'on a déjà pu commencer à évoquer, c'est la consolidation du travail à distance, c'est-à-dire établir le modèle que l'on souhaite de flexibilité pour le futur. Donc, on a pu avoir des bouleversements qui nous permettent d'avoir un changement culturel accéléré. Les gens se sont rendus compte que c'était possible de travailler à distance, mais ils se sont aussi rendus compte que le leadership devait évoluer en conséquence. Il ne pouvait plus être basé sur du présentialisme, sur du contrôle, mais plutôt sur de la confiance et une gestion par objectif comme on a pu l'évoquer. Ensuite, le renforcement des méthodes agiles, notamment les employés de KPMG qui considèrent que ces méthodologies vont être fondamentales pour le monde qui s'ouvre aujourd'hui. Et on avait déjà pu le constater dans les entreprises, des espaces agiles, des équipes agiles multidisciplinaires. Et finalement, l'agilité, ce sont des méthodes de travail qui permettent de rendre les équipes suffisamment autonomes et suffisamment rigoureuses dans leur travail quotidien pour apporter de la valeur partout où elles peuvent le faire. Et enfin, passer d'une logique de collaboration à une logique d'inclusion, c'est-à-dire ne plus avoir des silos qui communiquent entre eux, mais avoir vraiment des équipes multidisciplinaires, transversales, des rites qui permettent aux différents services de se rencontrer et avoir pour tous les aspects fondamentaux de l'organisation une vision intégrée qui prend en compte toutes les implications et qui permettent donc à toutes les forces de l'entreprise d'avancer ensemble. Donc la consolidation de ce modèle de travail à distance est un premier pas. On a pu évoquer certaines de ces questions. Il y a aussi la question de l'innovation avec le fait de permettre l'intrapreneuriat, parce que souvent, si on a un modèle très délocalisé et que l'on ne permet pas d'avoir des process internes qui laissent s'exprimer les idées des collaborateurs, ils peuvent finir, comme c'était le cas dans des entreprises qui avaient massifié le télétravail dans les années passées, à avoir des employés qui partent de ces entreprises pour créer leur propre start-up, leur propre solution. Il y a aussi la question du time to market, de dire il va falloir qu'on soit suffisamment réactif et capable de lancer des produits nouveaux et de réagir aux évolutions des conjonctures, que ce soit sanitaire, sociale, économique. Il y a aussi la question de l'attention plus soutenue envers le client, qui est de plus en plus exigeant, qui passe par des canaux digitaux. Donc, notre expérience employée doit suivre cette digitalisation de la société. Et puis l'éveil des talents. On parle, avant de parler d'attractivité des talents et de rétention, on parle de l'éveil parce qu'on a recruté pendant des années des personnes par rapport à leur profil, leur capacité d'apporter des idées nouvelles. Et souvent, si on n'avait pas les processus d'innovation interne, on bridait cette capacité d'innovation. Et en bridant cette capacité d'innovation, les talents fuyaient. Donc, si on veut attirer des talents, il faut d'abord commencer par leur permettre de s'épanouir au sein de l'organisation. Et donc, une organisation agile, c'est une organisation qui sera capable de travailler de manière distribuée, de manière transversale, et qui aura à la fois les méthodes et les ressources pour que les collaborateurs soient capables d'apporter des solutions nouvelles de manière très rapide. On a aussi donc une question liée plus particulièrement au mode de gestion des personnes. Il y a une question RH par rapport aux politiques et aux méthodes, à savoir une distribution des responsabilités, la promotion de l'autonomie des collaborateurs. On ne peut pas leur demander de travailler à distance et en même temps les contrôler avec des outils qui seraient similaires à des outils de contrôle présentiel. Si on veut favoriser leur engagement par rapport à leur mission et à leurs objectifs, il y a une question de méthode et donc l'intégration de toute cette partie RH dans nos transformations qui va totalement être alignée avec nos espaces de travail. Ici, on a un exemple, par exemple, avec l'outil Nailted, qui est un outil pour savoir quel est l'état d'esprit des équipes, pour qu'elles puissent envoyer du feedback, etc. Et on voit une corrélation directe entre la motivation et l'autonomie et la santé psychologique. Donc, si on demande à des personnes de travailler de manière distribuée,
et que l'on souhaite qu'elle demeure motivée pour continuer à être productive et qu'elle puisse s'organiser de manière autonome, il faut s'assurer que leur santé, leur sécurité psychologique est assurée. Et donc pour cela, il y a des questions de psychologie sociale, d'avoir suffisamment d'interactions avec ses pairs. Et aussi, on a pu le voir pendant la crise, beaucoup avaient des contacts avec leurs équipes, avec leur N+1, mais pas avec le reste de l'organisation, en dehors des messages institutionnels qui expliquaient un petit peu les conditions, disons, sanitaires de retour au travail ou des messages de la direction générale. Donc cette transversalité, on a pu voir qu'elle était un petit peu perdue et elle fait partie de la santé psychologique et elle est fondamentale à l'avenir pour les modes de gestion des personnes. Dans l'expérience employée, on a aussi la question donc de la culture des talents, comme le disait Alejandra, et on a cette question du désir des collaborateurs, des professionnels, d'être plus connectés à leur environnement, que ce soit au sein de l'entreprise ou autour de l'entreprise. Et cette connexion à la société, elle se traduit par une recherche de sens, savoir quel est le sens de ce que je fais, que ce soit mon activité, mais aussi de ce que l'on fait collectivement dans l'organisation, au-delà d'une mission, d'une vision qui peuvent être définies, c'est comment traduire cette mission et cette vision dans les activités de tous les jours. Et ça passe notamment par la définition d'objectifs transversaux, c'est-à-dire par rapport aux activités que je vais mener tous les jours, comment ces activités-là contribuent d'une certaine manière aux grands objectifs de mon organisation qui peuvent être l'innovation, la motivation, le développement durable, etc. Donc on a dans cette question-là, cette question de la vocation, du sens que l'on donne à nos activités, savoir intégrer aussi l'agenda climatique au sein de nos objectifs en tant qu'organisation, mais il s'agit plus de stratégie, mais chaque équipe peut aussi se poser la question dans la manière de gérer ses activités. La question de la responsabilité sociale qui passe tout d'abord, lorsqu'on parle de travail à distance, par la prise en compte des individualités, des cas particuliers, pour que les équipes s'organisent et puissent mettre en place des moments de réunion qui ne vont pas accepter la vie personnelle de certains membres de l'équipe. Donc c'est aussi plus d'empathie. Et pour avoir plus d'empathie, ça fait partie de ces formations aux soft skills, donc les compétences douces, l'écoute active, la capacité de négociation, qui vont devenir les compétences fondamentales du rôle de leader naturel au sein des organisations à l'avenir, notamment avec ces modèles de flexibilité qui se mettent en place. Et enfin, l'expression des talents, on a pu déjà l'évoquer sur la question d'avoir des processus internes qui permettent de s'exprimer aux collaborateurs pour qu'ils puissent donner leurs idées, mais aussi être assurés que si ces idées sont structurées et ont un potentiel, elles puissent les prendre en charge et les développer. Alors, dans ce point, nous allons parler des espaces de travail. Ce qui est clair, c'est que pour le Covid-19, pendant un temps prolongé, nous avons eu nos bureaux complètement fermés. Ça nous donne déjà une information incroyable, non? Notre mètre carré en était complètement fermé, non? De nombreuses questions, nous nous posons de nombreuses questions, et c'est alors, si on peut travailler de façon distribuée, quelle est la raison pour que les personnes doivent aller au bureau? Pourquoi aller travailler dans un espace éloigné aussi de son domicile? Il y a cette question de durabilité environnementale. Et pour quelle expérience différentielle? Et nous pourrions optimiser notre espace et l'adapter aux besoins. Et est-ce que c'est la fin du bureau personnel, du bureau assigné, complètement personnel? Et quelles économies peuvent être générées sans affecter les objectifs stratégiques? Combien de mètres carrés pouvons-nous épargner et combien de frais pour maintenir tous nos bureaux peuvent-nous épargner? Pourrions-nous passer à 50% de moins d'espace de bureau? Et toutes ces questions, nous sommes en train maintenant de les travailler avec plusieurs entreprises, avec une analyse de leur portefeuille immobilier. Nous nous rendons compte que l'espace, en général, il est infra-utilisé. Même pas avec l'expérience du Covid-19, même avant ça. On va vous montrer des données un peu qu'on a fait pendant les études que nous avons fait chez BICRG. Mais pour parler un peu de cette phrase de Barclays, de Jess Taylor, quand on a eu ce Covid-19, le CEO de Barclays a dit que peut-être la notion de maître dans des grands immeubles
7000 employés est quelque chose qui c'est quelque chose du passé, non? Et c'est vrai qu'il y a quelques années, et nous on l'a vécu énormément, et la façon pour démontrer qu'une entreprise avait une certaine place dans la société, c'était de créer ces sièges sociaux qui étaient énormes avec, dans la plupart des cas, des architectes qui étaient connus. Peut-être ça, c'est quelque chose qui devient quelque chose du passé. Et peut-être il y a eu un article très récemment dans le Times qui disait peut-être maintenant notre bureau vont ressembler beaucoup plus à un endroit comme si c'était un club ou un endroit vraiment de rencontre sociale. Alors, regardez là, même avant le Covid-19, dans les projets que nous avons faits, nous faisons toujours une observation de comment l'espace est utilisé. Alors, cette observation est extrêmement statistique parce que nous le faisons pendant 2 semaines chaque heure. Nous voyons comment l'espace est utilisé. Et même avant de changer le mode de travail, parce que ça, c'est juste avant de changer le mode de travail pour savoir comment les entreprises utilisent l'espace, nous voyons en bleu l'espace libre qui est dans nos bureaux. C'est-à-dire, dans le secteur énergétique, nous avons 30% de l'espace qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Après, on a 16% ou 27%, ça dépend de l'entreprise, et qui est apparemment occupé. Ça veut dire qu'on a des indices que quelqu'un est là, mais cette personne n'est pas là à ce moment-là. Ce qui veut dire que 52%, 48% de l'espace est occupé. Au moment de l'observation, une observation pendant 2 semaines où rien d'extraordinaire ne se produit. Dans le secteur bancaire, nous avons même beaucoup plus moins d'optimisation parce que 44 ou 41%, c'est espace occupé par une personne. Dans le secteur juridique, un peu la même chose. 47%, c'est un espace occupé par une personne. Le reste, il n'y a personne. Une partie, c'est des indices qu'il y a quelqu'un qui doit être dans des réunions internes. Et dans le secteur juridique, par exemple, dans le bureau individuel, 44% est libre. Il y a personne. Et la même chose dans le secteur pharmaceutique ou secteur retail. Ça nous donne déjà une information incroyable de que nous utilisons notre espace d'une façon complètement peu optimisée. Si nous allons dans la projection du futur, pourquoi nous voulons aller au bureau? Dans les analyses que nous sommes en train de faire, les personnes envisagent qu'ils iront au bureau pour connecter, pour co-créer, pour expérimenter, pour socialiser. Et ça y est. Le reste du travail, on pourra le faire de façon délocalisée. Alors, repenser les bureaux afin qu'ils représentent des espaces de collaboration et de partage de connaissances. Ça va être une grosse tendance. Et conception de bureaux beaucoup plus intelligents, propulsés par des technologies qui nous permet d'avoir plus de contactless et connecter aussi l'information de ce qui se passe au bureau. Ça c'est d'un côté Covid-19 et d'un côté aussi aller un pas plus loin. Et puis favoriser l'utilisation des nouveaux matériaux plus antimicrobiens qui est vraiment très lié au bureau, au Covid-19. Mais ce qui est clair, c'est que le bureau va changer radicalement. Et là, nous avons une opportunité de vraiment penser l'usage que nous allons faire de nos bureaux d'une nouvelle façon et qui soit vraiment dans l'échange de connaissances et la co-création et qui soit vraiment le bureau du futur. Tout à fait, avec cette idée-là que le bureau, finalement, permet de faire groupe, et c'est aussi ce qui permet d'unir les organisations. Et lors d'un précédent atelier AirSeg auquel j'ai pu assister, les personnes qui répondaient à un sondage expliquaient qu'à l'avenir, notamment, ils envisageaient 2 jours de télétravail par semaine, ce qui est, selon BICG et toutes nos études, une très bonne pratique parce que ça permet d'avoir 3 jours sur lesquels les personnes vont toutes se rassembler sur un espace de travail, pouvoir échanger, pouvoir donc réaliser cet objectif qui est d'avoir plus de transversalité, plus d'échanges et donc de fluidifier les connaissances, etc. Sauf qu'il y a des implications.
2 jours de remote working, c'est différent du télétravail. Le télétravail, ce serait aménager un espace de travail au domicile des personnes. Or, par rapport à l'équilibre de vie professionnelle et personnelle, on s'aperçoit que c'est aussi beaucoup plus fonctionnel par rapport aux profils qui sont plus en contact avec les clients, avec les fournisseurs, qui doivent aller à des manifestations culturelles ou scientifiques, d'avoir du remote working, donc de pouvoir travailler depuis n'importe où, plutôt que du télétravail. Et les implications de ces 2 jours de travail à distance, c'est des nouveaux modèles de management, comme on a pu le dire, des écosystèmes d'espace de travail qui vont vraiment apporter de la valeur lorsqu'on va venir au bureau, des politiques de mobilité, plus de flexibilisation des horaires aussi, et la mise en place notamment de fenêtres de coïncidence, c'est-à-dire des plages horaires sur lesquelles tout le monde doit se trouver au bureau et sur lesquels on pourra faire des réunions présentielles uniquement. C'est ce qui permet aux personnes de pouvoir gérer leur planning de manière autonome, tout en ayant des moments où ils savent qu'ils pourront tous se rencontrer sur un même espace de travail. Donc ça, c'est la question des fenêtres de coïncidence qui est un des exemples des implications culturelles et de process de ces 2 jours de travail à distance par semaine. Et donc, comme le disait Alejandra, le bureau, il servira à expérimenter, collaborer, échanger, recevoir des clients, des fournisseurs, et non plus à contrôler ou être contrôlé. On a bien vu pendant la crise que ça pouvait être réalisé d'une manière différente, surtout avec un nouveau modèle de leadership qui se base sur la confiance et l'autonomie. Accéder à des outils ou à des informations, ça reste vrai pour certains professionnels, mais ça devient dans les grandes entreprises quelque chose qui est plutôt à la marge, si on travaille pas si on parle pas de travail plus industriel. Et enfin, s'isoler plutôt peu, parce que ce sera des profils particuliers qui auront besoin, soit pour leurs conditions de vie personnelles au sein de leur domicile, soit par rapport aux activités qu'ils mènent et qui sont souvent, par exemple, des gens qui vont faire des audits, qui vont être en permanence en train de se déplacer, pouvoir disposer de lieux pour se concentrer au sein d'un bureau, ce sera quelque chose qui demeurera, mais plutôt à la marge. Comme on a pu le dire, l'innovation va être fondamentale pour cette nouvelle expérience d'employé et pour les organisations suite au Covid, pour pouvoir rebondir. Et cette innovation, ce n'est pas seulement intégrer des startups au sein de nos espaces de travail, par exemple, mais c'est aussi favoriser l'innovation interne, l'intrapreneuriat. Et donc, c'est des mécanismes de contribution à l'innovation et prendre en compte aussi la perspective des employés qui sont tous clients comme nos clients. C'est-à-dire qu'ils connaissent le marché, ils ont leurs propres interprétations, ils ont aussi certainement leurs propres idées de marge de progression sur les différents services dont ils sont les clients. Et donc, profiter de ces connaissances internes est fondamental pour pouvoir innover. Ensuite, comme antidote aussi à l'antifragilité, on peut dédier une partie du temps des collaborateurs lorsqu'on arrive à être plus productif, plus motivé, échanger de manière plus rapide, par exemple avec des bonnes pratiques de réunion qui nous permettraient d'avoir des réunions plus courtes et plus efficaces. On peut dégager une partie du temps des collaborateurs pour qu'ils se chargent de projets d'innovation ou d'amélioration continue en interne. Et ça, c'est une pratique que l'on met en place dans énormément d'entreprises où il y a un besoin d'innovation, et c'est la plupart des organisations. Et le fait de pouvoir dégager 10% ou 5% ou 20% du temps des collaborateurs pour travailler sur autre chose que sur leur cœur de métier, c'est ce qui permet aussi à l'organisation d'évoluer beaucoup plus rapidement en termes de productivité, en termes de solutions nouvelles, réduire le time to market comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Alors bien sûr, pour mettre en place un modèle aussi holistique qu'on a pu évoquer aujourd'hui, il faut une approche échelonnée et intégrée. Donc petit à petit, avec ce que l'on appelle par exemple des short-term wins, c'est-à-dire on va découper chacun des objectifs de transformation en petits objectifs à court terme, et comme ça on pourra célébrer chacune de nos avancées et avancer de manière plus douce vers un changement beaucoup plus important. De la même manière, il faut l'intégrer. On ne peut pas penser une transformation de l'espace de travail aujourd'hui sans penser aux outils technologiques de l'espace et aux outils technologiques des collaborateurs qui vont utiliser ces espaces. Donc, cette transition, elle n'est possible finalement que si l'on intègre d'une part les conditions, les normes sanitaires aujourd'hui, l'évolution du virus d'un côté, mais aussi toutes les questions techniques, toutes les questions sociales et toutes les questions humaines qui vont découler de nos projets d'écosystèmes d'environnement de travail, d'optimisation d'espace de travail, etc. Donc, comment aborder cette intégration stratégique? Finalement, il y a 3 leviers fondamentaux. On vient de l'évoquer, la cohérence entre technologie, culture, espace. Souvent, on parle de technologie et d'espace et on pense que la culture va suivre. C'est fondamental que la culture nous aide aussi à définir
la technologie, l'espace, les processus internes. Pour ce faire, on a besoin d'une gestion approfondie du changement, pas seulement d'une explication de ce vers quoi on va, mais vraiment d'une co-création des modalités finales. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de fenêtre de coïncidence. Faire participer les collaborateurs à la définition d'une fenêtre de coïncidence, de bonnes pratiques de gestion des réunions, c'est ce qui va permettre aux collaborateurs d'adhérer immédiatement au modèle qu'ils auront participé à générer. Et enfin, le fait d'échelonner ce changement pour pas avoir de changement trop brusque et pour qu'on ait le temps aussi de faire comprendre chacun des avantages que l'on pourra tirer des différentes étapes de l'évolution. Alors, merci beaucoup. Nous avons fini. Moi, je pense qu'avec cette conclusion d'Emmanuel, on a tout. Et une idée pour conclure, c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment parce qu'on a vécu une situation qui nous a accéléré plein de choses. Il faut toujours avoir une approche intégrée et vous l'avez vu parce que tout est connecté, c'est-à-dire l'expérience employée, la technologie et son usage, la façon dont on utilise l'espace, l'organisation du travail avec un travail plus distribué a des conséquences sur l'expérience, sur l'espace, etc. Et puis aller dans un modèle de travail plus durable et qui intègre le côté social, qui intègre le côté économique et qui intègre le côté de l'environnement. Alors, on a 10 minutes pour des questions. Je vous invite à poser des questions si vous voulez les écrire et après on les répond ou si vous voulez tout simplement participer, on est ravis de vous écouter. En attendant que vous ayez peut-être un peu d'inspiration ou sinon on peut conclure aussi plus tôt, ce qui permettra à tout le monde d'être libéré un peu en avance. Tout simplement un mot sur BICG, qui est une entreprise internationale, qui est issue donc, comme on le disait au départ, d'un centre de recherche qui travaille à l'Institut IAO, au Fraunhofer en Allemagne, qui travaille sur les évolutions des formes de travail, initialement au sein des milieux industriels, mais depuis plusieurs décennies, sur ce qui se passe aussi au sein des bureaux tertiaires. Et c'est notamment grâce aux apports en recherche appliquée de l'Institut Fraunhofer que BICG peut évaluer les tendances, savoir si elles sont de long terme, de court terme. C'est de cette manière que l'on voit depuis plusieurs années que le bureau devient un lieu d'échange fondamental et que sa vocation première est de faire groupe et de générer des transversalités entre les équipes et les collaborateurs. Une première question, comment transformer les postes de travail en tenant compte de la distanciation sociale si celle-ci perdure? Alors ça, c'est une bonne question. Ça serait la partie de la transition, non? Avant qu'on ait le vaccin, il faudrait voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, de ce côté-là, nous, ce que nous conseillons dans le Covid-19, l'aménagement de l'espace doit changer parce qu'on doit avoir la distanciation sociale. Et donc, il faut tenir compte de cela et faire un système qui nous donne des données très claires de combien de personnes ils peuvent aller travailler avec des indications, avec la signalétique, des indications où ils doivent s'asseoir. C'est un concept de bureau qui n'est pas le concept de bureau auquel nous allons, mais qui nécessairement doit se combiner avec le modèle de travail distribué qu'on veut faire. Non? Moi, je pense que la transition doit nécessairement passer d'un aménagement de l'espace en question de densité, c'est-à-dire combien de personnes nous pouvons aménager dans le poste de travail, et d'un autre côté, quel est le niveau de flexibilité que nous voulons aller, parce que c'est là où nous pourrons passer ces transitions de la meilleure façon possible. Parce qu'après, il y a des questions au-delà de cela, et par exemple les tests, ça pour nous c'est une autre, je veux dire, c'est pas, on le recommande pas tellement, mais vraiment d'aménager l'espace pour que la densité, pour qu'on puisse avoir cette séparation de mettre ce qui doit être nécessairement combiné par un modèle de télétravail, un modèle de flexibilité. Et c'est deux choses qu'on doit travailler en même temps. Et donc, quand on parle de modèle de flexibilité tel que nous vous avons raconté, nous devons nécessairement parler de comment on travaille en équipe, comment est notre management, ça c'est vraiment l'important, non, du modèle. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux ajouter.
Oui, en effet, aujourd'hui, on a des rotations pour pouvoir avoir un minimum de personnes sur site en permanence. Et en fait, comme disait Alejandra, il y a des solutions technologiques pour savoir combien de personnes se trouvent au bureau en même temps, notamment des applications. Il y en a beaucoup sur le marché qui font partie souvent de solutions de mesure d'occupation des espaces de travail. Nous, chez BICG, on en a développé une d'ailleurs rapidement pour nos clients, pour leur mettre à leur disposition. Et donc, ça permet aux employés de voir combien de personnes de leur équipe se trouvent à chaque moment sur leur plateau, donc si elles peuvent accéder au bureau ou pas, définir une plage horaire sur laquelle elles vont vouloir y accéder parce qu'elles ont besoin de collaborer. Et on a pu l'évoquer auparavant. Aujourd'hui, on est dans un modèle hybride et ce modèle hybride, il va continuer. Des personnes qui seront en présentiel, des personnes qui seront à distance. Donc, il s'agit effectivement à court terme d'avoir un aménagement beaucoup moins dense. Donc, on peut faire des optimisations parce qu'on va définir notre modèle de flexibilité. Donc, on va savoir qu'à l'avenir, on aura 2 jours de télétravail, on aura peut-être des fenêtres de coïncidence, mais les gens viendront au travail sans avoir de bureau attitré et ils auront des casiers, ils auront des zones d'équipe, etc. Donc, on peut déjà optimiser tout en maintenant une densité très faible de personnes au sein des espaces de travail. Et à long terme, on pourra redensifier peu à peu selon l'évolution de la science et de l'évolution sanitaire. Le télétravail implique une redéfinition des locaux pour en faire des espaces collaboratifs et de rencontres. La création de ces espaces va se faire probablement au détriment des bureaux existants. Étant donc condamné à associer le télétravail avec le concept de gain d'espace et donc de place office, alors, ce qui est clair, c'est que tel qu'on vous a montré avec les études d'observation que nous avons fait chez BICG, c'est que l'espace, dans un modèle traditionnel de travail, il n'est pas optimisé. C'est-à-dire, nous avons aux alentours de 40% d'espace libre dans nos bureaux. Si on ajoute à ça un travail plus distribué, c'est-à-dire donner la possibilité, et c'est quelque chose qui motive beaucoup aux employés, donner la possibilité, c'est volontaire parce que le télétravail ne peut pas être forcé, donner la possibilité aux personnes avec les outils adéquats, avec une bonne gestion par objectif, de travailler là où ils croient qu'ils peuvent apporter plus de valeur. Et ça a encore une conséquence dans l'usage de l'espace. Alors, y a-t-il une corrélation? Oui, mais la corrélation est dans nos modèles, on a toujours l'espace, c'est pas une finalité en soi, c'est un moyen qui nous permet de travailler mieux. Et c'est un moyen si on l'utilise bien, c'est-à-dire ce qu'on vient, on a fait pendant 20 ans, c'est des modèles basés sur l'activité, activity-based office. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est des modèles d'espace où on a étudié très bien quels étaient les besoins des personnes, parce que pendant une journée de travail, on a des besoins très différents. Et créer l'espace qui soit complètement ciblé sur les besoins des personnes et pas à l'envers. Alors, ce qu'on a fait, c'était des modèles basés sur l'activité et qui nous permettent, avec un usage non attitré, c'est-à-dire, nous, on a déjà depuis beaucoup de temps travaillé sur des modèles d'espace où ton bureau ne t'appartient pas. Tu as des typologies d'espace qui répondent à tes nécessités, mais tu n'as pas un bureau attitré. On a fait des modèles flexibles d'espace et qui donnent des résultats très, 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 très intéressants. Ça changeait déjà la façon dont on utilise l'espace. Et si on rajoute qu'une partie de notre travail sera fait dans d'autres endroits, alors il faut retravailler comment sera cet espace. Ça veut dire, par exemple, peut-être il n'y a pas dans l'agenda des questions économiques, mais ça serait bête qu'il n'y ait pas ça. Et alors, il faut on pourrait faire des modèles d'espace qui donnent beaucoup plus de valeur aux professionnels. Mais l'espace est un outil qui nous permet beaucoup. L'espace nous permet aussi de donner la culture qu'on veut projeter. Si on n'a pas des bureaux fermés pour la direction, tu es en train de donner un message. Alors, il y a ça dépend qu'est-ce que tu veux être comme entreprise, ça dépend qu'est-ce que tu veux devenir. L'espace a une traduction. Alors oui, il y a une corrélation parce que ça va nous permettre de
utiliser mieux l'espace. Sinon, collaborateurs ne sont pas le 100% du temps au bureau. Tout à Je ne sais fait. pas si j'ai répondu. On a en effet, oui, je pense que après, c'est pas moi de le dire, mais c'est vrai qu'on a une optimisation qui est pas forcément automatique. Si on fait un calcul rapide et qu'on dit on peut économiser 50% de nos bureaux, est-ce qu'il faut le faire? Non, peut-être qu'il faut économiser que 30% et avoir 20% qui vont être dédiés à apporter beaucoup plus de valeur aux collaborateurs. Et c'est pour ça aussi qu'ils sauront, les collaborateurs, adhérer à ce projet parce qu'ils verront qu'on augmente en qualité sur leur expérience au sein de leur environnement de travail et que c'est focus sur leurs activités. Et donc, sur cette question du flex office, c'est vrai qu'en France, on a depuis quelques années une tendance de flex office qui me fait penser, moi, qui ai travaillé auparavant dans d'autres pays, à un nouveau dogme. On avait avant l'open space, maintenant on a le flex office. C'est pour ça que nous, on parle plus d'activity-based office, parce que si on base la définition de l'espace sur les activités des personnes, on n'a plus de dogme. Tout dépend de ce qui s'y passe et on va faire quelque chose de fonctionnel. Donc, un écosystème qui répond à tous les besoins et qui offre aussi des espaces de plus d'intimité, etc., sans qu'on ait de territorialité. Parce que ce que l'on voit, c'est que dans la plupart des entreprises et pour la grande majorité des profils, ça apporte énormément de valeur de travailler de manière mobile, en interne et même en externe. Donc, le télétravail, c'est cette mobilité externe. Et à l'intérieur de l'entreprise, ce que l'on appelle le flex office en France, c'est souvent une solution qui est la plus efficace. Nous, on recommandera jamais d'entrer sans connaître l'entreprise, de dire on va faire du flex office chez vous et vous allez tout optimiser. Ce serait prendre le problème à l'envers. C'est plutôt de savoir est-ce que tous les profils auront de la valeur si elles travaillent de manière mobile au sein d'un environnement qui est fait pour leurs activités. Mais ce qui est clair, c'est que les réponses du futur passent par la flexibilité, par la possibilité d'utiliser mieux tout, d'utiliser nos infrastructures, de potentier nos talents, de devenir plus dynamique et plus réactive au changement. Ça passe par ça. Et donc, les solutions ne peuvent pas être rigides. Elles doivent être flexibles et multidisciplinaires. Et comme ça, nous, on a une expérience de déjà plus de 20 ans parce que BICG a été créé en 1999. Et après, on travaille beaucoup la recherche aussi, le côté scientifique, parce que dans tout cela, et la partie scientifique, c'est très important. Avoir des données. C'est pas une question de perception, de culture, de moi je ressens. C'est vraiment de dire ça, le côté fonctionnel. Et le côté fonctionnel de nos équipes, le côté fonctionnel de notre travail, sans bureaucratie, mais le côté fonctionnel aussi de l'espace. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais si vous avez nos contacts, si vous souhaitez poursuivre la discussion, on fera part aussi de différents éléments. Oui, excusez-moi. Oui. Si vous voulez, on va vous envoyer la présentation. On va vous envoyer aussi l'enregistrement de la session. Et comme cela, vous avez nos contacts. Et si vous avez besoin de questions plus concrètes, nous sommes à votre disposition. Merci à tous pour votre participation.